avec cette chaleur terrible. Nous sommes à 45 degrés sous abri. Je suis un ancien météorologiste. Quand il fait très chaud, il faut circuler gentiment. Il faut circuler entre les arbres et maigrir entre les arbres sans jamais voir les mêmes. Bon, ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Notre objet, c'est de s'introduire dans le droit, pas comme on s'introduit dans un moulin. On s'introduit avec beaucoup de logique. On va commencer par le commencement, la méthodologie en sciences juridiques. Cette méthodologie va donner lieu à plusieurs séances et la séance d'aujourd'hui va commencer tout à fait au début par le canevas général de la méthode. D'abord de la dissertation, par la suite du mémoire et en fin de compte par l'élaboration d'une thèse de droit. Voici donc la première séance. La première séance, c'est comme si on a commencé devant cet arbre et on va changer à chaque fois d'arbre. Il faut maigrir entre les arbres scientifiquement sans jamais voir les mêmes. Donc, la méthodologie, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi asta'in. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers étudiants, voici une approche méthodologique pour essayer de ne pas s'arrêter au moment des recherches. Il faut trouver un itinéraire, quelque chose, un fil rouge pour pouvoir partir très loin. Notamment quand on veut soit disserter, écrire une dissertation, soit écrire un mémoire, soit écrire une thèse ou n'importe quel article. Pour commencer cette tâche un peu pénible, il y a un itinéraire intellectuel à suivre. Premièrement, pour une dissertation juridique, il y a d'abord une introduction, muqaddima. Il y a par la suite une première partie et par la suite une deuxième partie. Donc l'introduction doit avoir des indications, des repères pour ne pas rester à attendre que l'intuition ou autre chose vous donne la force, l'énergie de commencer à écrire. Il faut partir tout de suite puisque, premièrement, quand vous avez un sujet, en premier lieu, il faut le définir. Il faut le définir et après voir s'il a une comparaison. D'abord, avant la comparaison, il faut d'abord un intérêt. Et par la suite, une comparaison. Et après, c'est l'historique du sujet. Alors, c'est pas la peine de s'arrêter. On va aller tout de suite à la définition du sujet. La définition du sujet est composée de plusieurs définitions. Premièrement, il y a une définition linguistique étymologique.
il y a une définition linguistique. Où on va trouver cette définition linguistique, s'il vous plaît? Je n'attendrai pas votre réponse. La définition linguistique se trouve dans le dictionnaire. Il y a aussi une définition juridique. Où on va la trouver? Là aussi, je réponds tout de suite pour ne pas perdre de temps. La définition juridique se trouve dans un lexique juridique. Et après, il y a une définition étymologique. On peut aller plus loin, une définition économique. Donc, toutes ces définitions vont nous permettre de se familiariser avec le sujet, se familiariser avec lui. Donc, dans cette introduction, nous avons التعريف القانوني، التعريف اللغوي والتعريف الأصلي وحتى التعريف الاقتصادي في بعض الأحيان. Après cette définition, nous allons partir vers l'intérêt. Il y a deux intérêts, il n'y en a pas trois, il y a deux seulement. Il faut les chercher et rapidement et ne pas s'arrêter de rechercher. L'intérêt du sujet, il y a d'abord un intérêt, d'abord théorique, un intérêt théorique. Il y a un intérêt pratique, deux intérêts. L'intérêt théorique, c'est le placement de ce sujet dans la théorie générale. Quel est l'intérêt d'étudier, par exemple, la personne morale? La personne morale, c'est une étude philosophique qui nous permet de comprendre le but d'une société, le but d'une personne morale. Et donc, on va faire une étude. Et son intérêt théorique, c'est qu'on va se baser sur la philosophie du droit. Car seule la philosophie du droit est notre soutien dans cette étude de la personne morale. Car une personne morale, figurez-vous, c'est pas une personne, comme il a dit Gaston Gèze, je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Pourtant, il existe, il a des moyens, il peut être pas incarcéré, mais la fermeture aussi est une peine de la personne morale. Donc voici que l'intérêt théorique nous permet justement de faire une intrusion dans la philosophie du droit pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que ce sujet-là au niveau philosophique, au niveau théorique. C'est son intérêt. L'intérêt pratique, c'est l'utilisation de ce sujet dans le domaine pratique, dans le droit des sociétés, dans le droit pratique, dans le droit des affaires, les juges vont l'utiliser, les magistrats aussi bien que les avocats vont utiliser cet intérêt, et quand il est utilisé, on parlera d'intérêt pratique. La personne morale, on va dépasser la théorie philosophique que c'est une personne qui ne raisonne pas, qui ne réfléchit pas, et que moi-même j'avais trouvé une théorie de la personne morale. La personne morale n'est autre chose que le masque que les associés mettent pour pouvoir aller dans l'aventure. Si vous voulez connaître le véritable visage de la société, c'est-à-dire de la personne morale, vous n'avez qu'à enlever ce masque, le qina', et pour le trouver derrière, pour trouver ces personnes cachées derrière ce masque. Donc la philosophie nous permet que la société peut exister à condition d'avoir un masque. Aussi grand qu'il soit, ce masque peut, dans une société anonyme, dépasser 5 personnes. Dans une SARL unipersonnelle, une seule personne peut mettre un masque. Le masque, c'est-à-dire la personnalité de la société qui vient de persona, qui veut dire masque. Tu mets ton masque et tu vas travailler. Mais si on veut te connaître, on t'enlève le masque et tu es là derrière. Et on connaîtra qui est le responsable de cette société, le gérant, le PDG, le directeur, le président du directoire. Bon. Après ça, nous allons passer, après l'intérêt, nous allons passer à l'historique du sujet.
à l'historique du sujet. À l'historique du sujet, écoutez, n'importe quelle chose sur cette création, sur cette terre, a son histoire. L'histoire est propre à tout. Même une pierre a son histoire. Même une graine de sable a son histoire. Et donc, le sujet, lui aussi, il a son histoire. C'est pas un bâtard, le sujet. Il existe, il a son histoire, il a un vecteur. C'est le vecteur historique, il a toujours existé. Car rien ne vient du néant. Donc, l'histoire du sujet doit être développée dans l'introduction. On verra, donc, on va essayer de voir c'est l'institution, le thème du sujet, au niveau de son histoire juridique. On peut parler des fois de son histoire qui est en dehors du droit, mais ce qui nous intéresse, c'est son histoire juridique. Quels sont les premiers textes, comment il est apparu. Et après son histoire, après l'histoire du sujet, nous sommes obligés de comparer. La comparaison est importante, le droit comparé. On va comparer le sujet avec les institutions voisines. أي نقارن الموضوع مع ما قد يلتبس به, quelque chose qui peut se confondre avec lui. Et plus on compare, et plus on compare, plus on maîtrise. Si on compare deux frères, l'un est grand, l'autre est petit, l'autre est noir, l'autre est blanc, eh ben on va commencer à les connaître. Si on compare si on compare deux villes, une ville est constituée de 5 millions de population n'est pas la ville qui est constituée de 100 personnes. Plus on compare et plus on maîtrise. Donc après cette comparaison, Qarafi, il avait écrit 2 bouquins, 2 tomes sur Al-Furuq. Qarafi, il avait écrit le Furuq, ça veut dire les comparaisons entre les institutions. Et plus on compare, plus aussi on maîtrise. Nous sommes en train de maîtriser le sujet en le comparant, comme on avait fait de l'histoire, comme on avait fait dans la définition. Il faut qu'on le connaisse de plus en plus. Une fois qu'on l'a comparé, maintenant on est clair. On est clair qu'on va trouver les problèmes que soulève ce thème, ce sujet. Qu'est-ce qu'il va soulever? Une fois qu'on le maîtrise bien, qu'on le connaît, quels sont les problèmes? Quels sont les sujets problématiques où il y a de la dialectique? Il y a une dialectique. C'est la dialectique qui nous permet par la suite d'écrire, puisqu'on va répondre à un certain nombre de questions. Et dans cette dialectique, dans cette problématique, on va transformer le sujet en phrases interrogatives. Et c'est ces phrases-là qui vont constituer le corps du sujet. Ce corps du sujet ne peut apparaître que lorsqu'on a bien posé les questions. Et après, on va annoncer le plan. On va l'annoncer comme il l'avait annoncé Descartes, en disant que pour maîtriser une problématique, il faut la diviser en autant de parcelles, en autant de problèmes pour la maîtriser. Et donc on va diviser. Plus on divise en problématiques et en phrases interrogatives, et plus on trouvera des réponses. Mais surtout, n'oubliez pas qu'on peut rester cartésien, c'est-à-dire 2 parties. Ou des fois, on peut aller à 3 parties. La division, 3 parcelles. Mais 2 parcelles, c'est mieux. Et ces 2 parcelles, c'est-à-dire ces 2 parties, vont encore être divisées en 2 subdivisions. Et les 2 autres subdivisions, encore en 2 subdivisions. Et là, on s'arrête et on peut aller et on va annoncer le plan. Au moins,
on va annoncer les deux parties et les deux autres subdivisions. On s'arrête là parce que après, quand on veut annoncer la première partie, on peut aller et annoncer autre chose. Alors, on verra par la suite comment on va aborder les parties, les chapeaux des parties. Merci pour votre attention. On verra un autre cours de la méthodologie en parlant cette fois-ci des éléments constitutifs de la méthodologie juridique, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont nous permettre de ventiler la logique juridique et de ne pas dire n'importe quelle bêtise. Les éléments constitutifs de la méthode sont nombreux. Premièrement, les éléments qui nous viennent de notre institution, de notre culture, de notre religion, c'est la méthodologie du droit musulman. Le plus haut niveau de la logique, le mantiq, existe dans le Coran. Vous n'avez qu'à lire, par exemple, Surat al-Infitar. Nous allons voir que Surat al-Infitar est partie d'un ordre décroissant, du grand au petit. Bismillahirrahmanirrahim.